Hello, everyone. Welcome to our Tush Talk about Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons des Popotins sur gérer la peur de la récurrence du cancer et l'impact émotionnel du cancer. Aujourd'hui, on est avec Dr. Sophie Lebel, qui est psychologue et professeure de psychologie à l'Université d'Ottawa. Sa recherche se concentre sur les survivants du cancer et les interventions psychosociales et la gestion de la peur de la récurrence du cancer. Très chanceux de vous avoir ici. Oui, c'est mon plaisir. Merci de m'avoir invité. OK, alors commençons avec certaines questions qui reviennent assez souvent. Les patients me disent souvent qu'ils ont peur, et ils ont peur que le cancer revienne ou que leur qualité de vie va être restreinte. De quoi est-ce que ça a l'air cette peur-là? Oui, alors super question. Dès le début, je veux dire que la peur, c'est une émotion courante comme la joie, la tristesse, mais on voit la peur comme quelque chose qui est adaptif, dans le sens que la peur, si on imagine, par exemple, on est dans la même pièce et il y a quelque chose de dangereux, un tigre, par exemple, on utilise souvent le tigre. Alors, vous et moi, on aurait peur, et oui, c'est approprié parce que c'est un danger, alors notre corps serait rempli d'adrénaline, ce qui nous donnerait l'habilité de se sauver de ce danger. Alors, la peur, c'est basé sur l'évolution. Alors, la peur n'est pas mauvaise, mais dans le cancer, on a peur, puis en fait, on est inquiet, en fait. Puis je pense que la prochaine question, ça va être, c'est quoi la différence entre la peur et l'inquiétude? Alors, si on est on a le cancer et on a peur, on anticipe des choses qui pourraient arriver. On pourrait avoir cet état de peur chronique. Et ça devient très stressant pour le corps de toujours être préparé à faire face à un tigre hypothétique qui pourrait arriver un jour. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que la peur, en soi, comme toutes les autres émotions, n'est pas une mauvaise émotion. C'est juste une indication qu'il y a quelque chose qui arrive. On doit prêter attention à cette chose-là et on doit le gérer. Et on va parler de certains outils pour gérer la peur. Et oui, et comme tu as dit, la prochaine question, c'est l'inquiétude, la peur. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Alors, la peur, c'est une réaction, presque comme une réaction automatique à un danger dans l'environnement. Comme j'ai dit, c'est d'un point de vue évolutif, on s'adapte, on doit se mobiliser à sortir du danger. L'inquiétude, c'est plus compliqué parce que c'est une émotion. On a la même anxiété, mais on a aussi les pensées. Souvent, l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui arrive si? Si. Ben, peut-être ma qualité de vie va être compromise si le cancer revient. Et si ça arrive, est-ce que je vais être capable de travailler? Si le cancer revient et j'ai des problèmes de qualité de vie, je vais devoir laisser mon emploi. Si je laisse mon emploi, comment je vais pouvoir payer mon hypothèque? Mon Dieu, comment je vais pouvoir envoyer mes enfants à l'université? Alors, il y a comme une spirale de qu'est-ce qui arrive si. Et la clé pour la différence entre les deux, c'est la peur, c'est maintenant. Le tigre est dans la pièce maintenant. L'inquiétude, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et ça va être une chose clé aujourd'hui. C'est que si on s'inquiète de quelque chose, on s'inquiète de quelque chose qui pourrait arriver, mais peut-être ne va pas arriver. Alors, on planifie pour quelque chose d'hypothétique, peut-être un retour du cancer, comment ça affecte la qualité de vie, mais il faut garder en tête que ces choses-là ne sont pas arrivées encore. Alors moi aussi, je passe du temps à ruminer et je suis inquiète, un peu comme le hamster qui tourne dans la roue. On va en rond, en rond, en rond avec les mêmes inquiétudes, puis on ne trouve pas les solutions, puis on fait juste aller en rond à essayer de trouver une solution quand des fois il n'y a pas de solution. On parle d'un problème qui n'est pas encore arrivé, puis quelque chose qui pourrait peut-être ne pas arriver. Oui, merci beaucoup. Euh, les patients trouvent ça difficile à gérer la peur. Ils sont pas certains comment se débarrasser de cette peur-là. Et des fois, ça remplit toutes leurs pensées. C'est quoi les stratégies que vous pouvez leur offrir? Alors, tu sais, on va mettre ça dans un plus gros problème pour les gens avec le cancer, c'est l'incertitude. Comment gérer l'incertitude? En tant qu'humain, on n'aime pas l'incertitude. On préfère savoir que quelque chose va arriver ou non.
Mais la possibilité que ça pourrait arriver, c'est difficile pour nous. C'est un défi. Et avec le cancer, c'est la même chose. Euh, on a probablement dit aux patients qu'il y a X pourcentage de chances que ça revienne. Puis il y a des gens pour qui c'est petit, ce pourcentage-là, mais c'est très difficile à vivre avec ça. Et il y a des gens pour qui le pourcentage est très haut. Et ça, c'est correct. Alors, on a tous des préférences, des tolérances pour l'incertitude puis l'inconnu. Mais quand ça vient le temps de gérer ça, je suis allé à un symposium et un collègue a dit, c'est mieux des fois si on se dit, OK, planifions pour le pire et planifions pour le mieux. Alors, le meilleur cas, on a un plan. Le pire cas, on a un plan. Alors, on préfère vivre avec moins d'incertitude et c'est une façon d'avoir plus de certitude et de contrôle. Alors, faites un plan. Alors, c'est toujours mieux d'avoir de l'espoir. Ayez l'espoir que peut-être ça va jamais arriver. Vous pouvez avoir des années de qualité de vie, mais soyez préparés si jamais les choses ne vont pas dans cette direction-là. Et dans ce cas-là, vous avez un plan si ça va mal et discutez de ce plan-là avec votre cercle de soutien, votre famille, vos êtres chers. Pour ce qui est de trucs pratiques, si vous avez une mauvaise journée et vous avez beaucoup de ces pensées-là, OK, acceptez que vous avez une mauvaise journée. Le pire, c'est d'essayer de contrôler ces pensées-là, puis de vraiment s'inquiéter, puis pourquoi est-ce que je pense à ça? Ah, ça va aller moins bien. Il n'y a aucune preuve que si vous y pensez plus, ça va être pire. Vous passez à travers d'un mauvais moment. Et j'explique à mes patients, il faut juste suivre la vague. Vous êtes dans le bas, dans le creux de la vague, juste suivre la vague. Ça va passer, ça va passer. Vous n'allez pas rester anxieux, inquiet comme ça pour toujours. Juste laissez-le passer. Ça va pas. Juste comme toutes les autres émotions, ça va passer. Alors, tolérez, ça va passer. Et pendant que vous attendez, ça ne fait jamais de mal d'avoir des stratégies. Aller prendre une marche, faire de l'exercice, l'écrire dans un journal, écrire des choses pour lesquelles vous êtes heureux, parler à un ami, à un membre de la famille, du soutien, un autre patient de cancer qui vous comprend, des techniques de relaxation, pleine conscience, yoga, ça va tout aider. Merci beaucoup. Beaucoup de nos groupes de soutien, ils ont souvent des, de l'anxiété sévère, même si ça fait plusieurs années depuis le cancer. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce qu'il y a des trucs pour ces individus-là? Oh, certainement. Et c'est très courant d'avoir la peur d'une récurrence de cancer de temps en temps. Je serais pas inquiète si un patient venait me voir et disait, tu sais, je trouve que j'ai une peur à tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, je trouve ça difficile. Je serais pas particulièrement inquiète de ça. On va parler plus tard de ce que je suggérais. Peut-être faut regarder à la peur. Mais la majorité des patients trouvent que attendre pour un rendez-vous, pour un scan, pour un résultat de test, ils trouvent ça difficile. Et mon message pour ça, c'est anticiper, planifier, distrayez-vous. Vous le savez, de façon prévue, ça va être un temps difficile. Alors, planifiez sur comment vous allez passer la semaine, les quelques jours ou peut-être plus en attendant les résultats. Anticipez. Dites-vous, c'est normal. Rappelez-vous, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui a changé versus il y a 2 mois. Il y a rien qui dit que le cancer est revenu. C'est peut-être qu'il faut attendre plus, mais je trouve que pendant cette phase-là, encore une fois, hein, des distractions saines, gardez vos pensées occupées. C'est difficile de juste attendre à la maison. Ayez des activités qui sont plaisantes pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Planifiez-les d'avance. Parlez à d'autres personnes, d'autres patients en cancer qui vous comprennent.
Puis une des choses qu'on discute dans les groupes de soutien, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vérifier vos résultats de test en ligne s'ils sont disponibles ou non? Ici, en Ontario, on a quelque chose qui s'appelle Mon dossier. Puis des fois, vous voyez les résultats de scan avant de parler à l'oncologue. Puis je pense que ça a été une évolution intéressante de technologie. Il y a des gens qui veulent le savoir. Il y a des gens qui veulent pas le savoir. Je pense que c'est important de savoir pour soi-même, OK, est-ce que c'est mieux si je le sais d'avance et je suis confortable de lire les résultats ou des fois l'information est difficile à comprendre. Est-ce que ça va être utile pour vous ou non? Alors, gérez ça vous-même et décidez si vous voulez le savoir avant votre rendez-vous avec l'oncologue. Oui, absolument. Souvent, je vois dans des groupes Facebook, ils vont mettre le scan en ligne. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et ça semble créer plus d'anxiété. Oui, exactement. Oui, certainement. C'est tellement ambigu. Et moi, j'ai lu des scans qui vont dire des choses, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est mauvais? On ne le sait pas. Et des fois, c'est juste des termes techniques qui décrivent des choses normales. Alors, encore une fois, il faut connaître ses tolérances, ses préférences. Il y a des gens qui aiment avoir beaucoup d'informations. Ils se sentent mieux. Et il y a des gens qui préfèrent ne pas le savoir et préfèrent attendre. Ça m'amène à la prochaine question. Et dans le processus, les gens disent qu'ils perdent le contrôle et ils trouvent ça très difficile, en fait. La chose la plus difficile, comment est-ce que les gens peuvent récupérer ce contrôle-là ou avoir un confort alentour de ça? Oui, je pense que ça, c'est une inquiétude universelle pour les gens avec le cancer. C'est une des choses que j'ai appris en premier en oncologie. Souvent, on est habitué à conduire notre auto, on est en contrôle. Des fois, même les gens ont de la difficulté à être dans le siège arrière. Alors, oui, ça peut vraiment être difficile de perdre ce contrôle-là, mais des fois, les gens ont le sentiment que le contrôle, c'est juste une chose. Puis, une de nos interventions, c'est qu'on aide les gens à trouver des zones dans leur vie. Votre vie n'est pas juste une chose. Peut-être que vous avez comme la famille, partenaire, le travail, enfants, la vie physique, la vie mentale, la santé, les amis. Il y a différentes parties de soi et peut-être vous pensez que vous avez moins de contrôle sur la vie physique, mais peut-être vous avez plus de contrôle sur la vie spirituelle ou les amis. Peut-être vous concentrer sur différentes zones, par exemple la relation avec vos enfants ou votre partenaire, ou pour les gens c'est le travail ou une combinaison. Et rappelez-vous que vous avez encore le contrôle sur certaines zones, certains champs. Ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est de penser qu'est-ce qu'on peut prédire dans le cancer. OK, ben vous allez recevoir des scans, vous savez que vous avez des soins de suivi. C'est important pour les gens d'avoir un sentiment de contrôle et de s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans leur savoir médical. Le cancer peut être très difficile des fois. C'est important de poser des questions puis de vous sentir que vous savez ce que vous avez à faire. Vous connaissez votre suivi, vous avez une confiance dans votre équipe, que ce soit l'oncologue, les infirmières, les médecins de famille ou une combinaison de. Vous savez où aller s'il y a un problème. Une dernière chose que je veux dire sur le contrôle, c'est que je pense que pour moi en tant que psychologue, j'ai vu le cancer comme une opportunité pour les gens à travailler sur des choses qui étaient à l'arrière-plan. La relation, ou ce problème d'enfance, ou le pattern qu'ils ont de trop donner. Juste quelque chose qui les dérange depuis longtemps. Puis là, maintenant qu'on a une crise et vous voulez changer des choses, c'est le temps de le faire. Le cancer, c'est un bon temps pour se concentrer sur qu'est-ce qui est important. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Je suis sûr que vous l'avez vu déjà, mais les gens nous disent j'ai plus le temps pour la bullshit. J'ai pas le temps pour les petites personnes. Vraiment, je me concentre sur ce qui est important pour moi. Puis je pense qu'on peut reprendre le contrôle. Rappelez-vous, c'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? C'est quoi vos priorités pour vous dans votre vie? Concentrez-vous sur ces champs-là et éliminez tout le reste.
Oui, absolument, on entend ça beaucoup. La vision, la valeur, les valeurs, ils changent un peu après le cancer. Alors, la tristesse, ils sont tristes des choses qu'ils ont perdues à travers le processus. Est-ce qu'il y a une façon que les gens peuvent gérer cette tristesse-là? Alors, je veux dire, oui, la tristesse est une grosse partie de l'expérience. On perd notre identité ou les plans pour les 5 prochaines années, surtout comme la retraite, la famille, peu importe. Des fois, c'est la tristesse pour la perte de notre santé. Alors, il n'y a pas de façon. On parle de différentes étapes, mais la recherche le montre. C'est pas tout le monde qui passe à travers les différentes étapes de perte. C'est pas linéaire. Il n'y a pas de bonne façon de gérer cette tristesse-là. Oui, j'encourage aux gens de parler un espace de soutien. Des groupes de soutien sont fantastiques pour ça parce que, bon, je suis triste parce que je ne peux plus faire ça. Et il y a les gens qui comprennent ce que vous vivez puis ils veulent le valider. Mais je pense que, exprimer le deuil, oui, oui, c'est une réalité. On fait son deuil. Mais quand ça vient à la tristesse, des fois, j'aide les gens à distinguer entre, OK, par exemple, OK, je travaille beaucoup avec des gens qui étaient actifs. Par exemple, c'était des joggeurs. Et là, maintenant, avec le cancer, on ne peut plus courir. Ça, c'était une grosse partie de l'identité. Le jogging, c'était une grosse partie de votre identité. Mais peut-être, au lieu de juste complètement abandonner ça, est-ce que vous pourriez faire cette même activité-là pour laquelle qui était très importante pour vous, mais de façon différente, de façon réduite. Et si, si on vous dit, OK, vous ne pouvez plus courir du tout, est-ce qu'il pourrait avoir une autre activité, soit la modifier ou changer l'activité? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire qui pourrait remplacer ça pour que votre vie ait la même valeur ou la camaraderie ou les mêmes objectifs pour vous? Alors je dirais, abandonnez pas complètement sur l'idée et faites pas votre deuil complètement. Des fois, ça peut être modifié ou remplacé pour quelque chose proche. Oui, très bien. Je parlais à une patiente et son partenaire la semaine dernière et les deux disaient que euh, souvent ils sont fâchés des opportunités manquées et pourquoi eux, ça a un impact négatif sur la famille. Euh, comment est-ce qu'on peut exprimer la colère de façon saine? Encore une fois, la colère, c'est une émotion comme la tristesse et l'autre émotion négative. Alors, c'est quoi leurs inquiétudes? Faut le valider. Oui, c'est pas juste. Le cancer, pour moi, c'est pas grave. Vous avez quel âge? C'est quoi vous êtes où dans votre vie? C'est pas juste. C'est pas juste que ça. Tu sais, si vous aviez des rêves avec votre partenaire, avec votre famille, et là, vous vous êtes fait voler ou ce rêve-là a été impacté ou volé, oui. C'est pas juste. Et le pourquoi moi, il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. J'encourage les gens de passer par-dessus. Explorer la question, mais passer par-dessus. Parce que vous n'allez jamais trouver une réponse satisfaisante. Des fois, c'est juste la malchance. Plusieurs gens venaient me voir et me disent j'ai aucun facteur de risque, je fais de l'exercice, je mange bien, pourquoi est-ce que ce cancer est tombé sur moi? Il n'y a pas de bonne raison. Je trouve que la colère en tant qu'émotion, c'est intéressant, c'est une émotion valide, mais souvent en dessous de la colère, il y a de la tristesse et de la perte et un deuil. Puis c'est plus facile pour nous d'être fâchés. Et cette émotion est peut-être plus confortable pour certaines personnes. Il y a moins de vulnérabilité, de dire ah, j'ai peur. Euh, alors, je vous encourage à, OK, posez-vous la question, OK, vous êtes fâché, mais est-ce que vous ressentez autre chose qu'on n'a pas adressé? Peut-être un peu de tristesse, peut-être vous avez peur. Et explorer toutes ces émotions-là. Et encore une fois, OK, vos plans de vie ont été complètement
mis sur leur tête. Comment est-ce que vous pouvez reprendre le contrôle? Peut-être vous n'avez pas le 30 ans que vous avez envisionné. Peut-être que vous l'avez. Mais vous avez aujourd'hui, vous avez demain, peut-être pas, mais vous avez aujourd'hui, probablement demain, peut-être la semaine prochaine, le mois prochain. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps-là pour vous, pour votre partenaire, pour votre famille, pour vous tenir loin de ça? Des fois, la colère ou l'irritabilité, ça peut être un signe de dépression aussi. Alors, c'est normal pour les patients de cancer, des hauts, des bas émotionnels. Alors, je ne panique pas quand les gens me disent, il y a des jours où je suis triste, totalement normal. Si ça fait plusieurs semaines que vous remarquez que vous êtes plus irritable, vous pleurez plus, vous êtes triste, ou peut-être que votre vision a changé, vous êtes plus léthargique, vous n'êtes plus la même personne, vous avez de la difficulté à dormir, votre appétit a été affecté, vous vous sentez sans espoir, définitivement des pensées suicidaires. Si ça c'est le cas, ou si votre famille pense que vous êtes différent, je dirais définitivement parler à votre oncologue, parler aux membres de l'équipe, parler à votre médecin de famille et juste voir s'il y a quelque chose qui se passe là et pour voir s'il y a des solutions. Oui, merci pour ça. Très utile. Des patients nous demandent si leur niveau de peur est normal. Est-ce qu'il y a un point on peut, où on peut avoir trop peur? Il y a des gens qui rentrent dans mon bureau et ils parlent de leur peur. Une des choses que je vais utiliser pour distinguer entre quand c'est de la peur normale, c'est une peur que j'appelle occasionnelle. Et quand on a la peur, elle disparaît assez rapidement. Alors, quand elle arrive, c'est dur, mais elle est gérable. Basé sur mon expérience, les gens qui ont besoin d'aide et peut-être une intervention ou plus de soutien, c'est des gens qui vont me dire j'ai cette peur à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. C'est cette plusieurs fois par semaine ou à tous les jours où ils me disent que quand ils ont des points, tu sais, par exemple, quelqu'un va leur dire ah, connaissez-vous telle personne qui a été diagnostiquée? Et là, ils vont être comme oh, wow. Et là, quand ils ont un élément déclencheur, là, ça commence, puis des fois, ça commence, puis ça va durer plusieurs heures. Alors, c'est pas juste une peur qui vient et qui va, c'est une peur qui vient et qui reste. Les gens vont me dire un petit diable sur mon épaule qui est toujours là. Ça, c'est les gens qui probablement ont besoin de plus d'aide. Tu sais, c'est là presque tout le temps et ils ont beaucoup de grosses émotions. Alors, grosse peur, panique, de la peur, beaucoup de tristesse. Et des fois, ils trouvent que ça a un impact sur leur vie quotidienne. Par exemple, les gens qui sont pas certains qui veulent retourner travailler. Les gens peut-être veulent retourner travailler, mais ils se disent peut-être que je peux pas gérer le stress parce que si je retourne travailler, tu sais, je suis stressé, qu'est-ce qui arrive si le cancer revient? L'autre exemple que je donne, c'est que tu sais, je travaillais avec un jeune homme et il y avait beaucoup de sports communautaires, des ligues, et il évitait aller à tout ça, même s'il aimait ça, puis il voulait y retourner, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que il allait à la ligue et les autres gars avec qui il jouait disaient hey, comment ça va? Comment va ta santé? Et juste cette question-là, ça ramenait tout à l'avant-plan. Alors, parce qu'il avait peur que les gens lui demandent la question comment ça va, il a arrêté d'aller à ces activités-là. Et ça, c'est un gros impact sur sa vie. Puis c'est ça que je veux dire par impact sur la vie quotidienne. Oui, ça fait du sens. Et quelle sorte d'intervention est-ce que quelqu'un utiliserait avec quelqu'un avec ce genre de peur-là? Alors, ce qui est bien, c'est que dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été testées au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, pour gérer la peur de récurrence. Ce qu'on a trouvé, c'est quand on combine les interventions, si vous participez dans une intervention un à un ou un groupe qui est fait pour gérer la peur de récurrence, ça va vous aider. Les groupes ou les un sur un, c'est généralement bref
Alors, c'est pas, tu sais, une thérapie long terme, mais souvent 6 7 sessions de thérapie, tu sais, la thérapie cognitive behaviorale. Alors, on se concentre sur les pensées et les comportements. Alors, alors, vous allez apprendre à gérer vos pensées. Oh mon Dieu, je pense comme ça. Ça veut dire, tu sais, par exemple, j'ai un mot de tête. Ah, j'ai des métastases cérébrales, je vais mourir. Alors là, on arrive avec des façons de penser différentes et vous allez regarder à comment vous allez vous comporter. Qu'est-ce qui arrive quand vous avez la peur? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui est peu utile, qui est plus utile? L'exercice, les techniques de relaxation, réduire, on essaye de retirer la peur. Il y a des choses qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de recherches. Alors, j'espère que vous allez être capable de trouver des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs sociaux, quelqu'un qui a lu la littérature et qui serait capable de vous offrir des façons pratiques de gérer ça. Oui, merci. Alors, on a couvert des symptômes, des signes pour aider un professionnel à identifier cette peur-là. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, des approches que, que les patients doivent s'assurer que les différents intervenants utilisent? Je pense que pour ce qui est de la recherche, je veux dire d'abord, allez à votre centre de cancérologie et voyez quelle sorte de ressources vous pouvez accéder, que ce soit à travers le département d'oncologie sociale. Qu'est-ce que vous pouvez accéder? Est-ce qu'il y a un travailleur social? Est-ce qu'il y a un thérapeute, un psychologue, psychothérapeute qui peut vous aider avec la peur? Un instant. Et ensuite, quand vous discutez les options avec eux, euh, demandez-leur, ça va avoir l'air de quoi la thérapie. La thérapie cognitive behaviorale a été très bien étudiée, puis aussi la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une évolution de la thérapie cognitive behaviorale où on utilise la pleine conscience, les expériences, nos sensations physiques, mentales. Il y a beaucoup de méditation, pratiques journalières pour changer comment on relate à nos expériences internes. Puis ce que j'aime de la pleine confiance, c'est que c'est un parapluie un peu plus gros et ça a été montré à aider les gens avec l'anxiété, la dépression et les symptômes en général. Et beaucoup d'endroits vont offrir la pleine conscience. Peut-être pas spécifique pour le cancer, mais vous allez être capable de trouver en ligne, dans la communauté, des programmes de pleine conscience quelconques qui sont souvent très intenses, souvent 6 à 8 semaines de pratique de groupe avec beaucoup de devoirs à la maison pour pratiquer la gratitude, la méditation, les différents outils. Et pour certaines personnes, ça fonctionne vraiment très bien. Ça peut avoir un effet sur plusieurs domaines de qualité de vie. Donc, si vous pouvez trouver un praticien super, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tu sais, il n'y a pas d'études qui montrent que la pleine conscience ou la thérapie cognitivo-behaviorale est meilleure, mais je trouve que pour la psychothérapie, c'est souvent comment est-ce qu'on clique avec les gens qui offrent les interventions. Alors, rencontrez les gens, voyez comment vous vous sentez et voyez si vous voulez travailler avec eux. Oui, absolument. La plupart des praticiens vont avoir un 30 minutes gratuit pour s'assurer que ça clique avec les gens. Oui, absolument. Super. Alors, c'est toutes les questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui et je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le sujet ou si vous voulez plus de soutien, écrivez-nous à soutien@cancercolorectalcanada.com. Alors, merci et au prochain Parlons des Popotins.